Vivons-nous dans une société moderne et civilisée? Le confort matériel, la consommation, la science et la technologie, la rapidité, l'immédiateté sont-ils réellement les attributs de la modernité? La lutte pour le respect des droits, la défense de la solidarité sont-elles vraiment des attitudes passéistes qui consistent à s'arc-bouter sur des avantages acquis que la société n'aurait plus les moyens de porter? Peut-on considérer comme civilisée une société qui est devenue une machine à marginaliser des chômeurs, des précaires, des migrants? Eh bien, ce sont les quelques questions de fond qui seront en toile de fond de notre émission d'aujourd'hui. Pour répondre à ces questions, nous allons puiser dans les leçons de l'histoire. Et pour ça, je suis avec un historien. Bonjour Yannick Bosque. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université de Rouen, auteur de plusieurs ouvrages autour de la Révolution française, dont un avec Florence Gauthier, qu'on connaît bien à cette antenne, avec qui on a fait une série d'émissions. Mais aujourd'hui, on parle de votre ouvrage le plus récent, qui est donc La terreur des droits de l'homme, le républicanisme de Thomas Paine et le moment thermidorien. Voilà, qui est sorti très récemment, en 2016, aux éditions Quimay. Éditions Quimay, oui, c'était sorti en mars. Voilà, donc très récent. Alors c'est un livre d'histoire autour de la Révolution, donc de ce moment thermidorien. Évidemment, vous allez nous expliquer ce que c'est, et de la personnalité de Thomas Paine. Et évidemment, un livre qui résonne dans l'époque actuelle. Je suppose que c'est aussi pour ça que vous l'avez écrit, ou peut-être que vous faites de l'histoire, tout simplement. Quand on fait de l'histoire à partir de l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire que quand on est historien, on pose des questions au passé à partir du moment où on existe. Et existant dans le XXIe siècle, c'est évident que les questions du XXIe siècle viennent interroger le passé. On construit les passés dont on a besoin. En fait, on a besoin d'un passé aujourd'hui et d'une perspective dans le passé qui n'est pas celle dont on avait besoin il y a 30 ans. Voilà. Donc évidemment, je parle à partir du moment où j'existe. Mais c'est sûr qu'il y a dans la Révolution française en général et dans cette période thermidorienne un laboratoire d'expérimentation extrêmement riche en termes de politique autour de la question centrale qui est mais qu'est-ce que c'est qu'une société? À partir de quelles normes, de quels principes, de quels critères dit-on que nous sommes en société ou pas en société? Voilà. Et Thomas Paine est de ceux qui posent cette question, et c'est quelqu'un qui a un caractère très très affirmé et qui la pose en particulier dans un moment charnière de la Révolution française qui s'appelle le moment thermidorien. Voilà, alors évidemment, c'est intéressant pour réinterroger l'époque actuelle, et il y a beaucoup de choses quand même qui, effectivement, en lisant votre livre, qui résonnent particulièrement autour, notamment, évidemment, de la question des droits de l'homme, les droits naturels, comme on les appelait à l'époque. Alors, on va reprendre depuis le début, pour nos auditeurs qui ont besoin d'un petit rafraîchissement, dont je faisais partie avant de lire le livre, évidemment. Alors la Révolution française, le 9 Thermidor, le moment thermidorien, c'est une période qui suit la fin de l'exécution de Robespierre et de ses amis. Donc le 9 Thermidor, ça correspond au 27 juillet 1794, si mes notes sont bonnes. Voilà, et le moment thermidorien, c'est cette période que vous décrivez entre le 9 Thermidor et le Directoire qui va suivre, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Donc c'est une sorte de quoi? De contre-révolution, on peut dire ça comme ça? C'est une sorte de contre-révolution, mais
c'est un moment, donc, c'est-à-dire un temps au cours duquel se fabriquent les conditions on pourrait dire d'une contre-révolution, si on la regarde du point de vue de Robespierre ou de ceux qui sont proches, comme Babeuf, à ce moment-là, mais qui crée les conditions en fait d'une république qui ne serait pas celle qui a été portée par la période précédente, par la période dans laquelle Robespierre était au comité de salut public et qu'on appelle la Convention montagnarde. Donc c'est un moment compliqué parce que le 9 Thermidor, c'est-à-dire le moment où Robespierre est arrêté, le moment où il est exécuté le lendemain, le 10, avec 108 robespierristes sans procès, est un moment qui ouvre une période d'incertitude. Ceux qui sont à l'origine du 9 Thermidor ne sont pas la droite de l'Assemblée, mais plutôt la gauche. Donc ce sont plutôt des montagnards qui sont à l'origine du 9 Thermidor, mais qui vont s'allier à ce moment-là avec un certain nombre de personnages qu'on pourrait appeler des réacteurs, des gens qui sont pour revenir en deçà en fait de cette révolution sociale qui a marqué la période dite robespierriste. Et donc il faut que pendant un an on crée les conditions qui vont permettre à l'Assemblée de passer de cette situation d'incertitude, de brouillage politique, où finalement sont alliés contre un personnage et contre ses amis un certain nombre d'autres personnages, pour arriver à dégager pendant cette année en quelque sorte une majorité à l'Assemblée qui va permettre de revenir sur tout un tas de principes qui avaient été déclarés en 1789. Voilà, donc on est dans cette contre-révolution au sens où on va contre les principes qui ont été déclarés en 89. Et les premiers étant les droits de l'homme, voilà, bien citoyen. Sûr. Alors c'est ce qui est frappant dans cette ce qui est frappant, c'est cette complexité en fait. C'est assez difficile à saisir. C'est une période très riche et très qui est très difficile à résumer de manière comme ça simple et manichéenne comme on aime bien. Et donc là vous nous le dites, c'est finalement des montagnards eux-mêmes qui infléchissent. Enfin, en tout cas, il y a un infléchissement une inflexion plutôt du cours de l'histoire, et on revient sur les droits de l'homme qui avaient été pourtant clamés haut et fort au début de la Révolution. Oui, et ce ne sont pas les montagnards eux-mêmes qui vont revenir dessus, parce que ces alliés d'un moment vont finir par être les ennemis d'une autre période. Au bout de 6 mois, les montagnards qui étaient alliés donc à ce qu'on peut appeler les réacteurs, les thermidoriens réacteurs, vont s'opposer. Les derniers montagnards vont être arrêtés à leur tour. On va les taxer de robespierrisme alors qu'ils s'étaient rassemblés contre Robespierre. On va parler de la queue de Robespierre. On va les arrêter et on va arrêter au sein de la Convention une quantité extrêmement importante du côté gauche, et on va faire revenir les Girondins, si bien que la Convention va basculer à droite à ce moment-là. Et c'était pas la configuration initiale, c'était pas la configuration qu'il y avait au 9 Thermidor. Donc le moment thermidorien, c'est le moment où on essaie de reconfigurer l'Assemblée de telle sorte qu'on va dégager une majorité à droite qui va permettre de revenir sur ces principes déclarés en 89 et bien sûr sur la Déclaration des droits de l'homme, avec cette idée qu'il faut essayer de faire une république sans démocratie. Penser la République en dehors des droits de l'homme, parce qu'on trouve que les droits de l'homme, c'est l'anarchie, c'est la terreur, c'est le peuple constamment délibérant. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas un ordre tel qu'on l'imagine dans cette majorité, c'est-à-dire un ordre centré sur la propriété. Voilà, alors la propriété, ça c'est vraiment une grande question. Alors venons-en à Thomas Paine, qui est donc un personnage atypique, né anglais en 1737, et puis qui a navigué comme ça entre l'Angleterre, les États-Unis, la France, qui a participé aux 3 révolutions, on peut dire. C'est pour ça que vous avez voulu vous intéresser à ce personnage ? Ça, c'est arrivé après, en quelque sorte. C'est-à-dire, moi, mon travail, je travaille dans l'archive, et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre effectivement ce qui se passait dans ce moment thermidorien. Pourquoi on avait une déclaration des droits qui était votée à l'été 95,
une constitution qui était en rupture avec ce qui avait été organisé, pensé, fait depuis 1789, puisqu'on ne parle plus de droit naturel de l'homme à partir de 1795 et qu'on vide cette déclaration de son contenu. Or, il y a un seul personnage qui va s'opposer à ça et qui va s'opposer à ce qui accompagne cette déclaration vidée de sens, c'est-à-dire à la remise en place du suffrage censitaire. C'est-à-dire que cette déclaration est vidée de son sens et en même temps, la Constitution dit seuls ceux qui sont contribuables vont pouvoir avoir des droits politiques, vont pouvoir s'exprimer politiquement. Donc il faut acquitter un certain sens d'impôt, une certaine quantité d'impôt, être contribuable pour pouvoir exercer des droits politiques. Et Thomas Paine s'est battu toute sa vie pour l'exercice des droits politiques, pour la représentation, le droit à être représenté. Et le seul, absolument le seul député, parce qu'il a été élu à la Convention pour le Pas-de-Calais, après la Révolution du 10 août 92, donc il est conventionnel. Et Thomas Paine est le seul à la Convention à dire non. À la tribune, je m'oppose au fait que l'on puisse revenir à un suffrage censitaire, que l'on puisse limiter au nom des biens matériels, au nom de la propriété, des droits qui sont attachés à la personne. Et donc évidemment ça amène à s'interroger sur ce personnage Paine qui circule effectivement dans l'Angleterre et dans l'Amérique et qui est un personnage très atypique, quelqu'un qui est issu d'un milieu très modeste, son père est corsettier, il est corsettier lui aussi, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'a pas lu le livre, c'est quelqu'un qui met en avant ce qu'il appelle le sens commun, c'est-à-dire le bon sens populaire, mais qui est aussi un sens partagé, donc un sens partagé sur un ensemble de valeurs, des valeurs selon lesquelles, par exemple, une société n'est pas civilisée pour Paine si tous les êtres humains n'ont pas droit à une certaine dignité d'existence. Et il dit, voilà, moi j'ai vécu en Amérique, j'ai vu des Indiens, Mohawks, Sénéca, Algonquins, et j'ai vu des Indiens qui ne connaissaient pas la pauvreté. Alors évidemment, je voudrais pas être comme un Indien, c'est-à-dire n'avoir rien autour de moi, mais on nous dit que ces Indiens ne sont pas civilisés, que nous, Européens, nous le sommes, mais il n'y a pas de riches et de pauvres dans la société indienne qui ne connaît pas la propriété. Alors pourquoi y a-t-il des pauvres chez nous? Pourquoi y a-t-il des pauvres et des riches? Et pourquoi dit-on par ailleurs que c'est très bien d'être riche? Certains disent que c'est très bien d'être riche. Quand on dit ça, pour moi, c'est totalement le contraire de ce que devrait être une société dite civilisée. Voilà. Donc ce personnage qui député français qui vient des États-Unis, qui a joué un rôle important dans l'indépendance américaine, qui met en avant non pas le savoir livresque, le savoir académique, le savoir des élites, mais la pratique populaire de la raison en quelque sorte, est un personnage extrêmement sensible pour la période, une espèce de sismographe et en même temps une bonne entrée pour interroger ce moment de l'histoire. Voilà, alors on voit qu'il a des positions assez intéressantes et sur comment considérer une société civilisée. Pour lui, c'est il privilégie le bon sens, le bon sens. Il privilégie le fait que une société génère beaucoup d'inégalités. Ça montre que c'est pas vraiment une société civilisée. Donc ça, c'est quand même des opinions intéressantes au jour d'aujourd'hui. Oui, d'autant qu'il arrive en France et il va écrire un ouvrage qui s'appelle Droits de l'homme, en deux parties, une partie qui est publiée en 1791, l'autre en 1792. Et parce qu'il écrit Droits de l'homme, il est persona non grata en Angleterre. Il y a des procès contre lui parce que il dit en gros que l'Angleterre et son roi ne servent pas à grand chose. Son personnage à la limite de la stupidité et que finalement il ferait mieux les Anglais de dépenser de l'argent à aider les pauvres, à aider les gens âgés et à être une véritable société plutôt qu'à faire ce qu'est l'Angleterre. Et il met en avant donc la Déclaration des droits qu'il défend dans ses principes contre ceux qui en Angleterre l'attaquent, en particulier Edmund Burke qui dit que c'est aberrant de construire une société sur des principes abstraits, les droits de l'homme, alors qu'il faut au contraire l'inscrire cette société dans l'histoire, dans la tradition, quelque chose dont on voit concrètement qu'elle a existé. Et l'Angleterre est bien placée pour ça, puisque c'est une monarchie qui s'est amendée au fil du temps et qui est donc pour Burke solide et qui est pour Paine complètement aberrante. Voilà. Et donc Paine met en avant ces droits de l'homme en signifiant bien qu'il s'agit là d'un programme politique. C'est pas des idées générales.
comme ça, qui serait dans les livres. On est dans le sens commun. Et le sens commun, pour Paine, c'est ça. Ce sont les droits de l'homme. C'est quelque chose qui est dans le cœur des hommes. C'est quelque chose qui est en chaque être humain, que l'on comprend immédiatement, l'idée que ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Je ne dois dominer personne et personne ne doit me dominer. Je dois faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de personnes démunies à côté de moi, parce que j'en ai pas l'intérêt, et puis parce que c'est quelque chose qui va contre cette idée du groupe humain que nous formons, qui risque de le rompre. Et donc il a, dans ce sens commun, manifesté que ces droits de l'homme en font partie et qu'ils sont le programme de la Révolution française. Prendre au sérieux les droits de l'homme, voilà. Et il n'est pas le seul, il y a tout un tas de révolutionnaires, ce qu'on peut appeler le côté gauche, à ce moment-là, qui essayent d'affronter politiquement le fait d'avoir déclaré ces droits. C'est-à-dire qu'on ne les a pas créés, on ne les a pas inventés, on a simplement dit dans une forme législative, au sein d'une assemblée souveraine, que ces droits étaient la règle que l'on allait suivre pour essayer de constituer de la politique, c'est-à-dire agir pour que cette société, telle qu'elle est définie là, existe véritablement. Et donc vous dites que finalement le personnage de Paine, il a été revisité au cours de l'histoire, et notamment à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la Révolution française, pour en faire un peu un personnage consensuel, un peu lissé, autour de la bien-pensance et des droits de l'homme. Voilà, droits de l'homme en un seul mot d'ailleurs, le droit de l'homisme, parce qu'on a complètement perdu cette dimension très subversive des droits de l'homme. Les droits de l'homme de la Révolution française, c'est un texte qui parle de résistance à l'oppression. C'est un texte dans lequel on dit que le gouvernement doit avoir pour devoir de garantir les droits qui sont inscrits dans le texte, et que l'on peut s'insurger contre un gouvernement qui ne fait pas ça. Donc c'est un texte qui est très subversif et qui va être associé à Robespierre pendant la Révolution française, qui va être associé à la terreur. Et Thomas Paine, parce qu'il défend les droits de l'homme, comme il le fait pendant toute la Révolution, en 91, 92, mais pareil en 95, dans ce moment thermidorien, Thomas Paine va être assimilé à Robespierre et va être taxé de terrorisme, parce que il continuait à mettre en avant ces principes du droit de l'homme. Et on est dans un moment où les choses ont changé. Pour les thermidoriens, les droits de l'homme, c'est l'anarchie, donc, je le disais tout à l'heure, c'est ce peuple constamment délibérant, c'est ce désordre organisé, c'est cette tyrannie qui risque d'arriver, donc c'est quelque chose qui est extrêmement négatif. On a perdu le sens de ce texte qui est toujours à la tête de notre Constitution, qui fait partie du bloc de constitutionnalité depuis 1971, donc qui est un référent essentiel pour le Conseil constitutionnel, et on croit que c'est quelque chose de très finalement galvaudé, cette bien-pensance. Et Thomas Paine, pendant le bicentenaire, a représenté en quelque sorte cette espèce de texte vidé de contenu, cette molle compassion qui pourrait s'exprimer dedans, quasi libéral au sens du libéralisme économique, un texte qui serait même presque suspect de créer les conditions en fait d'un entrepreneuriat libéré de toute contrainte. Mes droits, ce serait la possibilité de ma libre possibilité d'entrepreneur capitaliste de pouvoir développer ce que je veux au nom de ma liberté, alors que c'est pas du tout ça. On est dans des droits de l'homme qui sont dans la réciprocité, et la liberté du propriétaire s'arrête ou commence également celle de l'autre. Et ça a été mis complètement de côté pendant le bicentenaire. Et donc Paine a même été a été fortement démarqué de Robespierre, où finalement Robespierre c'est devenu un peu le méchant, le terroriste, et Paine la figure internationale lisse autour des droits de l'homme, quoi. Alors que vous dites que finalement Paine était à peu près sur la même ligne que Robespierre pendant la Révolution française. Ça ne veut pas dire que Paine apprécie Robespierre, mais effectivement, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, ce sont les archives. Les thermidoriens disent, et des gens qui sont proches de Thomas Paine, que finalement Paine continue à développer le système de Robespierre qui a engendré la terreur. Parce que Paine dit simplement, il ne faut pas que la propriété soit la mesure de l'exercice des droits politiques. Il faut prendre au sérieux les droits de l'homme et les appliquer.
Alors, on va peut-être faire une petite pause musicale, hein, on va s'aérer les neurones et puis on revient pour la suite de cet entretien tout de suite. Voilà, donc il y a un petit problème technique sur l'enregistrement apparemment, mais bon, c'est pas grave, on se retrouve, donc on est en direct sur Aligre FM 93.1, vous êtes dans Voix contre oreille, et donc ce matin je suis avec Yannick Bosque et nous parlons de son ouvrage La terreur des droits de l'homme, le républicanisme de Thomas Paine et le moment thermidorien, aux éditions Quimet. Donc c'est on en était donc on a parlé de ce moment thermidorien, cet entre-deux qui est en fait le basculement de la révolution ou peut-être la fin de la révolution avec cette finalement contre-révolution. Le personnage de Thomas Paine. Et donc j'en viens au titre de l'ouvrage, La terreur des droits de l'homme. La terreur des droits de l'homme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Pourquoi la terreur des droits de l'homme? C'est sûr que c'est étrange parce que ce sont deux termes qu'on dissocie. Hein. D'un côté, oui. La terreur, hein, c'est le sang, la guillotine, la répression, l'appareil d'État, et de l'autre côté, les droits de l'homme qui seraient exactement l'inverse. Hein. Donc c'est un oxymore qui fait le titre, hein, parce que dans le moment thermidorien, on associe ces deux termes. C'est-à-dire que on ne va pas condamner la terreur au nom des droits de l'homme, comme on le croit bien souvent, mais on va condamner les droits de l'homme au nom de la terreur. C'est-à-dire que ce qui est visé par les thermidoriens, c'est le dispositif politique qui fait que l'Assemblée n'a pas réussi à contrôler le peuple souverain depuis 1789. On est un peu dans la métaphore de Frankenstein, en quelque sorte. Hein. Marie Shelley écrit son Frankenstein quelques années plus tard. Hein. Il y a l'idée comme ça que finalement des savants, ici ce seraient ces députés, ont créé un peuple souverain, hein, ont créé donc un monstre, et n'ont pas réussi à maîtriser ce monstre qu'ils ont créé, qui s'est autonomisé en quelque sorte et qui est devenu ce personnage qui déambule, hein, comme ça, et massacre, hein, parce qu'il n'a pas les capacités en fait, ni intellectuelles ni morales, hein, d'agir politiquement, et qu'il faut arriver absolument à maîtriser ce monstre qui a été malheureusement nécessaire. Il a bien fallu électriser, c'est le terme qu'ils emploient, et là aussi on retrouve Frankenstein. Il a bien fallu électriser le peuple, hein, avec les droits de l'homme pour en faire un outil politique. Mais une fois qu'on a électrisé le peuple, une fois que le feu sacré a été allumé, disent-ils, l'incendie s'est propagé. Donc il faut absolument revenir sur un certain nombre de textes
dont on dit à l'époque que le peuple le confond avec la loi. Ils prennent la Déclaration des droits au sérieux, comme Thomas Paine d'ailleurs, comme Robespierre au demeurant, et voudraient que ça s'applique, que ce soit la loi. Or, disent-ils, ce n'est pas la loi, c'est un ensemble de principes généraux qui pourraient guider le législateur, mais qui ne sont pas du tout inscrits dans la loi comme étant impératifs. Voilà. Et donc, pour les élites, pour les propriétaires, pour les esclavagistes des colonies, les droits de l'homme, c'est la terreur, c'est-à-dire c'est ce qui met fin à leurs privilèges, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire que le texte terrorise en quelque sorte les propriétaires parce que il implique quelque chose qui est porté par le côté gauche et qui finit par être dans la politique en l'an 2, donc pendant ce qu'on appelle la terreur. Il porte un fait très simple, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Et que ça, c'est valable également pour le propriétaire. C'est-à-dire un propriétaire peut faire ce qu'il veut de sa propriété. Mais jusqu'au moment où il touche à la propriété de l'autre. Et la propriété, c'est pas que les choses matérielles, c'est la propriété de soi, la propriété de ses droits. Les montagnards disent le droit à l'existence. Le mouvement populaire parle du droit à l'existence. C'est plus clair. Je suis propriétaire de ce qui me permet de vivre. Donc un propriétaire qui a des champs, qui a du blé, qui a du grain, peut le vendre s'il le veut au prix il le désire, jusqu'au moment où ce prix devient tel qu'il empêche les autres d'exister. Et à ce moment-là, il n'a plus le droit de le faire. Donc ça veut dire que ce texte est un régulateur des relations sociales, mais également des relations économiques. On ne peut pas mettre simplement dans l'économie, dans le marché, et faire que le désir du propriétaire domine. On ne peut pas mettre dans le marché ce qui permet aux autres d'exister. Donc aujourd'hui, on dirait que est-ce qu'on peut faire du profit dans une entreprise au détriment de la dignité d'un certain nombre de personnes qui travaillent et qui ne peuvent plus vivre dignement parce qu'ils vont perdre leur emploi au nom de la propriété. Voilà. C'est typiquement ce genre de question qui est posée par la déclaration et qui est mise en œuvre pendant ce qu'on va appeler après la terreur. C'est un désignant thermidorien, la terreur, et c'est un désignant historiographique. Mais c'est-à-dire que ce terme de terreur, il est arrivé après, lors de la contre-révolution. C'est arrivé au moment thermidorien. C'est en Thermidor, après la chute de Robespierre, que l'on va désigner ce qui s'est passé avant comme terreur, en mettant en avant le sang de la terreur, en parlant de la répression. Donc ça se construit pendant ce moment thermidorien, et en mettant en avant également une autre terreur dont on a complètement oublié qu'elle était extrêmement importante à ce moment-là, qui est cette terreur des droits de l'homme, en disant que voilà, eh bien, à partir du moment où on a mis en place la terreur, dit-on, l'économie a fini d'être prospère. C'est le moment où les riches ont été suspects, c'est le moment où la société entière a été sans-culottisée. Voilà. Donc cette terreur, elle est moins désignée d'abord comme étant celle du sang, de la répression, parce qu'on continue à réprimer massivement pendant la période thermidorienne, que cette période où, au nom des droits de l'homme, on a au nom d'une abstraction, donc on a développé un système qui était pour eux la négation d'une société. Une société, pour ces thermidoriens, c'est quelque chose qui doit protéger un propriétaire, parce que le propriétaire crée de la richesse, et le propriétaire doit être entièrement libre dans son activité. C'est le marché lui-même qui va réguler, et pas la politique. Il ne faut pas intervenir, ou peu intervenir. Or, les droits de l'homme obligent une politique d'intervention. On ne peut pas laisser au marché ce qui dépend de l'existence des autres. Et c'est ça qui est remis en cause à ce moment-là. Voilà, donc on voit que les thèmes en débat et les problématiques sont évidemment totalement en vigueur, totalement d'actualité, notamment sur le rôle du marché, le pouvoir des propriétaires. Et tout ça, ça nous amène donc aux interprétations de la Révolution française. Donc finalement, cette terreur, cette terreur, elle a été tellement gravée, ou en tout cas, on l'a tellement stigmatisée. Que finalement, il y a une interprétation courante de la Révolution française qui est de dire la Révolution, c'est la terreur,
terreur. D'une part, on a tendance à la limiter à ça. Et d'autre part, la révolution, cette terreur, c'est la matrice de tous les totalitarismes du XXe siècle. Oui. Je résume bien ou je vais un peu vite peut-être. Oui, ça c'est une certaine historiographie qui s'est développée autour de ce thème, qui a été popularisé. On parlait du bicentenaire, c'est le moment où François Furet et ceux qui travaillent autour de lui ont popularisé l'idée qu'il y avait là une matrice qui est une matrice totalitaire, mais c'est un discours de guerre froide en fait, qui se constitue et qui devient très prégnant à partir des années 1950, le moment où on va désigner finalement la Révolution française comme le moment où se constitue une idéologie qui va finalement engendrer le communisme. Donc on est toujours dans cette construction qui est un peu plus ancienne, qui a émergé à partir des années 1920, après la Révolution russe. Donc il s'agit de fabriquer la Révolution française comme étant les prodromes en quelque sorte du communisme, qui dégénère dans la terreur, de même que le stalinisme va dégénérer dans la terreur. Et ce discours-là est accompagné à sa gauche par le discours marxiste, ou porté par ce qu'on appelle le marxisme, et qui, du côté du Parti communiste français, mais du côté de l'URSS également, met un signe d'égalité entre Robespierre et Staline. Donc il y a de fait dans la revendication, dans le discours communiste à l'époque, une identification de Robespierre à Staline. Robespierre qui a été le porteur de la révolution bourgeoise et Staline de la révolution prolétarienne, qui finalement, si on continue le syllogisme, fait que ce discours libéral qui dénonce un lien entre la Révolution française, le communisme et le totalitarisme stalinien a finalement raison, puisque la preuve passe par le discours de Staline lui-même en quelque sorte. Voilà. Et cela se faisant au détriment de l'archive qui nous montre qu'on n'est pas du tout évidemment dans ce type de configuration. Donc, alors Florence Gauthier avait beaucoup insisté là-dessus, lors des émissions qu'on avait fait ensemble, sur le fait que la révolution était aussi beaucoup montrer la capacité d'organisation d'un peuple, la capacité de ce peuple d'avoir conscience de lui-même, de faire de la politique, etc. Et elle décrit le peuple pas du tout comme une horde affamée qui réfléchit pas, quoi. Non, le peuple c'est nous, les classes moyennes aujourd'hui, on va dire, c'est ça, voilà, sont des artisans, sont des paysans, ce ne sont pas des loqueteux c'est une espèce d'image. Et le peuple, c'est pas simplement un ensemble c'est pas simplement une classe sociale, c'est aussi ça, mais c'est pas que ça, c'est également ceux qui ont conscience d'être le peuple. On n'est pas un peuple comme ça a priori, on se construit comme peuple. Ça aussi c'est quelque chose qui est important dans la Révolution française. Robespierre dit les Athéniens, ce n'est pas la somme des habitants d'Athènes. Donc est-ce qu'on est un peuple ou une foule ? Et pendant la Révolution française, le peuple s'arme pour défendre sa liberté et par ce geste se constitue comme peuple. Et se constitue lui-même comme peuple. Les thermidoriens disant que c'est les politiques qui l'ont constitué peuple. Mais c'est le peuple qui s'est constitué lui-même comme peuple, autour d'un certain nombre de valeurs morales, une éthique de la société qui est dans les droits de l'homme et que Paine appelle le sens commun. Et je crois que c'est cette inquiétude extraordinaire, cette peur de classe en fait, qui va engendrer cette réaction thermidorienne. Le fait qu'il y a, pour ces gens qui sont éduqués, qui sont bien pensants, le fait qu'ils vont découvrir la démocratie qu'ils ne connaissaient que dans les livres en quelque sorte. Et être happés par elle et être face à une dépossession pour eux de leur position sociale et du pouvoir qu'ils pourraient exercer. Tout ça étant argumenté sur cette idée, encore une fois, que la propriété est ce qui doit organiser les sociétés. Sans propriétaire et sans propriété, il n'y a pas de production. Et sans propriétaire, sans propriété, il n'y a pas donc de vie sociale possible.
Et il y a de fait dans ce mouvement populaire quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que c'est critique du capitalisme naissant à cette époque-là. Le moment où justement on essaie de déléguer au marché les activités économiques, le moment où on essaie de libérer la propriété de ses entraves. Et il y a face à cette logique qui s'appelle le progrès à l'époque, d'autres conceptions du progrès en fait, qui sont alternatives et qui sont portées par des savants, par des intellectuels, par des politiques comme Paine, mais également par le mouvement populaire. Et c'est effectivement ça qui est craint à ce moment-là et que l'historiographie n'a pas vu parce que l'historiographie est dans une vision très déterministe de l'histoire, qu'elle soit de marxiste ou libérale. Il y a l'idée qu'il y aurait un progrès nécessaire, une marche nécessaire de l'humanité. Les libéraux disant qu'il faut nécessairement que le capitalisme se développe et l'histoire s'arrête là pour eux. Les autres disant non, il faut que ça continue pour que le capitalisme aille au bout de ses contradictions, que le socialisme se développe après le communisme. Mais pour ça, il faut que le capitalisme commence déjà à être pour qu'il puisse aller justement au bout de ses contradictions. Donc ce mouvement populaire du 18e qui est hostile au capitalisme naissant, on le trouve réactionnaire. On le trouve finalement arc-bouté sur des valeurs archaïques. Alors que vu autrement aujourd'hui, on peut considérer que, non, il repose la question de base, c'est, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'une société ? Est-ce que laisser totale liberté aux propriétaires, c'est quelque chose qui est souhaitable du point de vue d'un État social, comme on dit à l'époque, du point de vue de ce qu'on appelle une république aussi. La république, c'est ce bien commun, c'est le fait d'être ensemble, de partager des valeurs et de ne pas la subir, mais de participer à son organisation, à son administration. La république, c'est un bien commun et c'est aussi toute la gestion commune de ce bien commun. Et on ne peut pas faire république si des gens ont beaucoup et d'autres en ont rien. On crée un état de guerre entre nous et c'est quelque chose qui n'est pas pensable. C'est ça qui est désigné comme terreur et c'est ça que n'a pas véritablement vu l'historiographie parce qu'elle était dans des schémas de pensée forgés au XIXe siècle, dont on voit aujourd'hui finalement les impasses. On est arrivé au bout des logiques du productivisme, au bout de ces logiques idéologiques et ça découvre un champ immense en fait du XVIIIe siècle comme ce champ d'expérimentation pour essayer de voir où on en est et pourquoi on en est arrivé là en quelque sorte. Donc vous nous dites que la révolution, enfin les lectures qui ont été faites de la Révolution française, ces schémas d'interprétation finalement étaient totalement guidés par la logique du moment ou les idéologies du moment. Oui, bien sûr. Les histoires sont datées. Alors c'est pas une question que ce soit bien ou mal, c'est comme ça. C'est pas un jugement. On est dans des construction idéologique. L'histoire est une construction idéologique qui s'appuie après sur des sources, sur des preuves, sur des processus de vérification, sur des argumentations. Mais on peut regarder la même archive à 100 ans d'écart et on ne verra pas la même chose dans l'archive. C'est-à-dire qu'il y a des mots, il y a des idées, il y a des faits qui sont dans l'archive qui interpellent un historien à un moment donné, qui à d'autres le laissent quoi, enfin des situations historiques ou des événements qui finalement ne l'interpellent pas et donc qui vont rester dans le silence de l'archive. Donc le travail de l'historien consiste à faire parler l'archive également. Le fait n'est pas un fait historique, c'est pas quelque chose qu'on cueille dans un arbre, c'est quelque chose qu'on construit par l'argumentation historique. Et donc tout un pan d'historiographie était dans une vision évidemment, ce que je disais, productiviste, qu'elle soit à gauche ou à droite. Le progrès était dans la production, était dans l'économie, donc ça a engendré des visions de la Révolution française qui faisaient de cette révolution finalement ce qu'on appelait une révolution bourgeoise. Et parce qu'il fallait qu'elle soit bourgeoise, il fallait qu'elle mette en avant la propriété. Donc les droits de l'homme étaient un texte bourgeois. Et finalement, les libéraux, comme les marxistes, se retrouvent dans cette idée-là, qu'on est devant finalement la mise en œuvre d'un libéralisme qui va ouvrir la voie au capitalisme. Et tous ceux qui s'y opposent au XVIIIe siècle sont en dehors du mouvement de l'histoire. Alors quels sont, selon vous, les enjeux justement et la nécessité de questionner, de sortir de ces schémas d'interprétation par rapport à l'époque actuelle ?
Alors déjà, ces schémas d'interprétation volent en éclats quand on travaille simplement sur l'archive. C'est pour ça que je travaille sur Thomas Paine, parce que Thomas Paine est quelqu'un qui invente le principe d'allocation universelle. Donc le revenu de base. Au moment du débat thermidorien. Puisque les thermidoriens disent, mais pour pouvoir être électeur, n'est-ce pas, il faut être autonome, indépendant, il faut avoir des biens, il ne faut pas dépendre de l'autre, hein, on n'est pas libre si on dépend de l'autre. Voilà, donc il faut avoir une certaine liberté pour pouvoir s'exprimer. Et Paine dit, c'est pas compliqué, donc pour que tout le monde soit autonome, il faut que tout le monde ait un revenu qui ne dépende pas des autres. Donc il faut que tout le monde ait un revenu de base, un revenu minimum, hein, qui sera, dit-il, perçu sur les héritages. Donc à partir du moment où on va hériter, il y aura une proportion de cet héritage qui va être reversé à la collectivité et qui va permettre, dit Paine, de donner une somme à ceux qui rentrent dans la vie, aux jeunes, donner une somme à ceux qui en sortent, les vieux. Et donc tout le monde a droit à ça, les riches comme les pauvres. Hein. Il s'agit d'un principe d'universalité. Donc tout le monde aura finalement, on dirait aujourd'hui sur sa fiche de paye, hein, une somme qui correspond à un revenu de base, qui n'est pas, dit Paine, une charité, mais qui est un droit. Pourquoi chacun a droit à ça? Parce que, dit-il, la terre était une propriété commune à l'humanité au départ, et qu'elle a été appropriée par quelques-uns. Il y a donc eu un vol. Alors on ne peut pas en vouloir à ceux qui ont fait ça il y a des siècles et des siècles, mais voilà, il faut rendre justice à ceux qui ont été dépossédés. Et donc il faut leur donner une somme qui va finalement réparer cette injustice. Et donc Thomas Paine met en avant l'idée que le droit à l'existence est la base de notre société, encore une fois, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre avec des riches et des pauvres, ou plutôt, dit Paine, s'il y a des riches, c'est pas grave, hein, si tout le monde vit dignement. Mais quand on parle de dignité, c'est pas une vie à minima, évidemment, c'est une vie de classe moyenne aujourd'hui. Hein. Et il dit, mais Robespierre dit la même chose, d'ailleurs, il y a toujours des personnes qui voudront avoir plus que d'autres, qui voudront accumuler de l'argent. Bon, si tout le monde a de quoi vivre dignement, pourquoi pas, laissons ces gens puérils à leur puérilité. En revanche, si d'autres n'ont pas assez et que d'autres ont beaucoup, là, c'est quelque chose qui est invivable. On est dans un état de guerre. Et Paine, donc, interroge cette situation et propose des solutions concrètes, hein, parce que l'allocation universelle, c'est pas quelque chose qui a été perdu, en fait. C'est quelque chose qui est toujours discuté aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on voit périodiquement revenir. Donc, c'est pas l'historien qui dit il y a quelque chose dans le XVIIIe siècle qui nous intéresse. Ce sont simplement des économistes, des militants, qui vont piocher dans un dispositif dont ils n'ont pas souvent conscience qu'il a été conçu pendant la Révolution française par Thomas Paine dans ce contexte particulier du moment thermidorien. Donc l'archive nous dit il y a un lien évident entre notre époque et celle-là. Non pas qu'il y ait des solutions clés en main, mais il y en a des outils intellectuels, des leviers qui sont là pour nous interroger, encore une fois, pour essayer de comprendre ce que nous sommes. Sommes-nous une république ? Sommes-nous un peuple ? Sommes-nous dans un état de civilisation, dirait Paine, ou dans un état de guerre ? Et donc il y a aussi la question de la souveraineté populaire. Vous dites de nos jours ces notions-là, donc qui étaient portées par Paine notamment, sont les stigmates d'une certaine anti-modernité, c'est-à-dire en gros sont associés à de la ringardise, alors que finalement les idées de Paine, elles sont assez modernes, comme vous le dites, autour de la souveraineté populaire, autour du revenu minimum, etc., etc. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que comme Paine est assimilé à Robespierre, alors que Paine n'apprécie pas particulièrement Robespierre, comme Paine est associé à Robespierre à ce moment-là, ça donne également à Robespierre, donc au personnage qui porte la terreur, cette modernité. Hein, donc ça, effectivement, décale complètement notre vision des choses. Oui, la souveraineté. Donc, qu'est-ce qu'on reproche à la terreur quand on est thermidorien ? On lui reproche ce peuple constamment délibérant. Le fait que le souverain est finalement le peuple, hein, et qu'il ne délègue pas sa souveraineté. Mais un certain
exercice du pouvoir souverain. Et parce qu'il délègue cet exercice du pouvoir souverain, il a une vue sur cet exercice. Et c'est pas simplement une hypothèse ou une possibilité, c'est un devoir. Chacun délègue une partie de ses droits à la décision, à la représentation, dit Thomas Paine, et donc chacun doit avoir un regard affûté sur la manière dont ces mandataires vont utiliser ces droits. Donc être souverain, c'est avoir conscience de l'être. C'est ça, être un peuple, c'est avoir conscience d'être souverain. C'est-à-dire bien comprendre que ces personnes qui nous représentent le font à condition, évidemment, que cette représentation aille dans le sens de ce qui est demandé par le souverain. Robespierre dit le souverain est naturellement vertueux. Il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour dire ce qu'il veut, c'est quelque chose qui soit plus d'égalité, plus de droits, plus de respect. En revanche, les représentants ont souvent tendance à oublier cette fonction qu'ils ont et à finalement faire preuve de peu de vertu, c'est-à-dire au sens de Montesquieu, faire preuve de peu d'amour de l'égalité. Et Paine et Robespierre sont de ceux, mais ce ne sont pas les seuls évidemment, mais ce sont des personnages emblématiques qui mettent en avant cette idée d'une souveraineté qui est dans la modernité, d'une démocratie qui n'est pas simplement le fait de poser un bulletin dans l'urne, mais qui va bien au-delà. Il s'agit d'une implication de la citoyenneté dans ce qu'est la vie de la cité et qui rappelle que là est l'origine du pouvoir et pas dans des souverains qui seraient des rois ou des présidents qui en sont de quasi. Alors aujourd'hui, on a l'impression que notre modernité, elle est dans la science, bien sûr, la technologie, dans nos modes de consommation, dans cette rapidité, cette immédiateté. Et finalement, si on relie tout ça à l'aune de ce que vous nous apprenez, on se dit que finalement notre société, elle est pas si civilisée que ça. Elle est très barbare même, avec toutes les marginalisations, les précarisations, les inégalités qui se développent. Oui, du point de vue de Paine, c'est ce qu'il dit déjà en 1795. Il dit voilà, peut-on vivre et se dire civilisé dès l'instant où des gens ont et d'autres n'ont pas. Et nous, on est dans une radicalisation de cette logique. On est dans un moment où la technicité remplace l'humanisme de manière massive et où on doit effectivement tous se poser cette question, mais il me semble qu'on se la pose. Enfin, je suis frappé par le fait qu'on est dans un moment constituant depuis quand même pas mal d'années en France. Non pas parce que des députés forment une assemblée constituante, mais parce que l'ensemble de la population, mais pas forcément qu'en France d'ailleurs, se pose ces questions, se repose ces questions. Qu'est-ce que c'est que de vivre ensemble ? Qu'est-ce que c'est que former une civilisation ? Et ces valeurs qu'on nous a données comme étant l'alpha et l'oméga de la vie ne sont-elles pas finalement totalement illusoires, voire à l'inverse de ce qu'elles devraient être ? Vous pensez qu'en ce moment, on est dans un moment constituant ? Oui, depuis plusieurs années, je pense qu'il y a on le voit alors ? Aux mobilisations partout, au fait que personne n'est content dans son métier. Il n'y a pas un métier où qu'il soit, même chez nous les chercheurs, pourtant on choisit notre travail, on fait vraiment ce qu'on aime, on est même payé pour ça, c'est quand même extraordinaire d'être historien. On est accablé par tout un tas de logiques gestionnaires qui font que souvent le travail universitaire est enferré dans des éléments, dans du pouvoir qui sont très pénibles à vivre. Chacun est mal en fait partout. Et ce mal-être, ce malaise appelle des questionnements et appelle à se demander encore une fois ce qui fait que on forme une république, quelles sont les valeurs qui nous rassemblent. Et je ne pense pas que ce soit simplement en France, c'est quelque chose qui touche en fait une grande partie du monde. Simplement, on a en France des outils et un mythe qui est celui de la Révolution française, qui devrait nous interpeller peut-être un peu plus qu'ailleurs.
Voilà, eh bien, on va se quitter sur ces paroles. Yannick Boss, merci beaucoup. Merci à vous. Donc je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université de Rouen et donc auteur de plusieurs ouvrages sur la Révolution française, co-animateur, je crois, du site révolutionfrançaise.net. Absolument. Voilà, et auteur donc de l'ouvrage qui nous occupait aujourd'hui, donc La terreur des droits de l'homme, aux éditions Quimay, voilà, sorti il y a quelques mois en 2016. Merci beaucoup. Merci pour cet entretien fort passionnant. Voilà, il est 9h18 sur Aligre FM 93.1. À 9h30, vous retrouvez Denis dans La Voix du Ghetto. À 10h30, Véronique pour Un éléphant dans le jardin. Voilà, pour ma part, je vous retrouve mercredi prochain de 8 à 9, on espère. Merci beaucoup Gabriel aussi, fidèle au poste, qui était aux manettes à la technique ce matin. Très bonne journée. Polis, donc des pierres, des marbres polis. Ce sont des pulsions qui ont lieu. Et ces formations rocheuses, cette formation minérale qui représente tous les principes